Merci de votre invitation. Je salue l'ensemble des participants. Je félicite Piste Solidaire pour l'organisation de ce colloque. Mes premiers mots seront pour m'excuser de ne pas être parmi vous. Je suis en réalité puni de ne pas avoir pu, pour des raisons complètement indépendantes de ma volonté, je peux vous l'assurer, d'être à Pau, ma ville natale, dont le maire est un très bon ami, avec vous pour cette manifestation importante. Je salue en particulier parmi les participants Laurence Faringue, vaillante députée européen, Thierry Chopin, qui est un complice, Madame Komenko de la Commission en France, je ne sais pas si elle a pu venir, elle était prévue dans les participants, et puis Madame Emmanuelle Schoen-Kinliban, venue de Cork. Comme vous l'avez rappelé, cher ami, j'ai une expérience européenne assez variée. D'un côté, d'acteur de l'Union européenne, j'ai participé en fait à toutes les campagnes des élections européennes, non pas tout à fait depuis 1979, mais enfin depuis 30 ans. Et depuis 2019, lorsque j'ai abandonné ma carrière politique, qui a été assez largement consacrée à l'Europe, j'ai contribué à la création de l'Observatoire européen de l'enseignement d'histoire, qui existe maintenant depuis 3 ans auprès du Conseil de l'Europe. J'en ai été élu président et nous allons présenter notre premier rapport général. Ça va faire du bruit, ça va décoiffer, à la fin de cette année-ci, en décembre. L'objectif, très modeste, approche de Jean Monnet. On part d'une proposition tellement modeste que personne ne peut être contre, mais qui est telle que, une fois qu'on l'a menée à bien, c'est un premier pas qui insiste à en faire un second, puis un troisième, et puis on marche. Et on arrive, alors évidemment, avec, au bout d'un certain délai, un résultat complètement inattendu. L'objectif modeste, c'est de faire la photographie. Quel est l'état des lieux de l'enseignement de l'histoire, pas simplement de l'histoire européenne, l'enseignement du passé, quel que soit le contenu, dans tous les pays du continent européen, au sens large, membres du Conseil de l'Europe, en fait, ont accepté de jouer le jeu, de participer à l'Observatoire et à son financement. Ce jour, 16 pays, qui est un peu trop peu, j'espère que nous serons plus de 12 d'ici la fin de l'année. J'étais à Strasbourg la semaine dernière pour recevoir officiellement la demande d'adhésion de l'Ukraine, qui est évidemment une démarche qui revêt une signification toute particulière en ce moment. Alors je voudrais, comme m'a invité M. Deck, évoquer rapidement d'abord les difficultés propres à l'enseignement d'histoire, puis ensuite mon sentiment sur la façon dont, pour le coup, l'Europe, l'histoire européenne, l'Europe contemporaine, l'Union européenne, est enseignée dans nos classes, sachant que beaucoup de choses plus intéressantes que celles que je vais dire maintenant ont déjà été dites ce matin. Je n'ai pu assister à distance à la dernière présentation de nos amis de Nantes, que je félicite, et je me réserve, s'ils en sont d'accord, de prendre contact avec eux par la suite. Je commencerai par les difficultés propres à l'enseignement d'histoire au service de la paix. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à regarder un peu comment l'histoire était enseignée, je ne suis pas moi-même enseignant, j'ai reçu une formation de haut fonctionnaire à l'École nationale d'administration et j'ai eu des responsabilités au niveau local, national et européen qui m'ont amené à connaître assez bien au moins l'histoire contemporaine, XXe siècle, disons du 2 derniers siècles, mais je ne suis pas du tout un universitaire, je ne suis pas un chercheur, et ma préoccupation quand il s'agit de l'enseignement d'histoire n'est pas celle d'un scientifique, n'est pas celle d'un enseignant, mais celle d'un homme politique. Et d'un homme politique qui s'est engagé au service d'abord de la paix civile dans chacune de nos nations, et naturellement de la paix entre nations, et à commencer par la paix européenne. Et là, on tombe sur la première difficulté de l'enseignement d'histoire. Le récit historique, l'enseignement du passé, a toujours et partout été mis au service d'un projet politique. Thucydide pour la gloire d'Athènes,
Polybe pour la gloire de Rome, et puis Eusèbe de Césarée, qui était l'historien officiel de l'empereur Constantin, écrit dans son histoire ecclésiastique, je cite, nous mentionnerons dans cette histoire uniquement les événements qui peuvent être utiles d'abord à nous-mêmes et ensuite à la postérité. Fin de citation. Le projet politique à l'époque contemporaine, c'est naturellement le projet national. Nous avons tous tendance, y compris les fédéralistes européens, à sacraliser le fait national. Et de fait, l'Europe est une Europe des nations. Mais souvenons-nous que toutes les nations sont nées dans la guerre, par la guerre et pour la guerre. Et que l'enseignement de l'histoire en tant que discipline scolaire, pas d'histoire universitaire, en tant que discipline scolaire, est né avec les nations pour faire la guerre et préparer la guerre suivante. C'est la phrase de George Orwell dans 1984 qu'on cite souvent, mais qui est moins paradoxale et ironique qu'il n'y paraît. Celui qui maîtrise le passé maîtrise le futur, et celui qui maîtrise le présent maîtrise le passé. C'est dans cet état d'esprit qu'ont été conçus, au départ, dans tous nos pays, les programmes d'histoire. Alors évidemment, après 1945, au moins en Europe de l'Ouest, les dirigeants politiques ont compris la nécessité de changer la perspective de l'histoire. Il s'agissait désormais d'enseigner le passé pour consolider cette paix fragile et non plus pour préparer la guerre suivante. Et parallèlement, les historiens, et nous en avons eu des exemples très remarquables ce matin, les historiens ont pris à cœur de permettre à leur discipline de mériter le nom de science, c'est-à-dire d'avoir des récits basés sur les faits, comparant les sources, utilisant les techniques des autres sciences humaines, des démographes, des anthropologues, des économistes, des statisticiens, etc. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui, quand nous voulons enseigner l'histoire à nos enfants, devant une double exigence. D'un côté, il faut continuer d'enrichir le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, nourrir l'identité nationale. Mais, d'un autre côté, il faut consolider la réconciliation miraculeuse entre nos peuples. C'est en quelque sorte, pardonnez-moi le vocabulaire, une double exigence d'amour. L'amour des siens, puisqu'ils sont nos semblables, et l'amour des autres, puisqu'ils sont différents. Nous avons besoin des uns et des autres. Et donc, cette conciliation, cet équilibre, il est difficile à assurer pour tout le monde. À cela s'ajoute le fait qu'à plus forte raison, enseigner l'histoire, choisir les thèmes, les méthodes, c'est compliqué pour un certain nombre de nos partenaires européens. Pour des pays neufs, qui sont de vieilles nations, mais qui n'ont pu obtenir leur indépendance que récemment, soit au XIXe, soit au XXe siècle, soit après la fin de la guerre froide. Je pense que vous avez entendu l'exemple de l'Irlande. C'est un exemple très très intéressant à bien des égards ce matin. Je pense à de jeunes États, pour des nations qui étaient encore dans l'enfance, voire qui n'existaient pas quand ces États sont devenus indépendants. J'ai eu un jour un entretien avec l'actuel Premier ministre de Lettonie. Il m'expliquait que la Lettonie, c'est une création artificielle. Le mot même de Lettonie a été inventé de toutes pièces en 1862 par quelques intellectuels de Riga qui voulaient trouver le moyen de se renforcer contre l'impérialisme russe. Qu'est-ce que la Slovaquie peut enseigner à ses enfants de son passé? C'est un pays qui est né grâce à Hitler, dont le premier dirigeant, Monseigneur Tiso, un ecclésiastique, se nommait le Führer slovaque et qui a été un ardent complice d'Hitler dans la persécution
persécution des Juifs et naturellement la Deuxième Guerre mondiale. Je connais bien la Slovénie pour avoir assisté, voire participé à sa petite guerre d'indépendance il y a un peu plus de 30 ans. Jusqu'à ce que la Slovénie devienne indépendante, ça n'était même pas une nation. Ça n'avait jamais été un État. Alors les historiens font état du fait qu'au 8e siècle, il y avait une espèce de comté slovène qui dépendait de la Bavière de l'époque, puis après a été dominé par Venise. Et donc, pour nous, Français, c'est très facile d'enseigner l'histoire de France, qui est une histoire d'une extraordinaire continuité. Alors, une série de ruptures révolutionnaires, tragiques, des guerres, mais finalement une extraordinaire continuité dans l'esprit de ce qu'écrivait Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Les régimes changent, mais il y a une continuité de l'histoire de la nation française et plus récemment de la République française. Tous les pays ne sont pas dans ce cas. Et donc, c'est difficile pour tout le monde, et à partir de là, l'équilibre est difficile à trouver entre renforcer l'identité nationale, renforcer la réconciliation entre les pays. Et donc, il y a deux tentations contraires. Certains pays parviennent à équilibrer, la France en fait partie, Dieu merci, l'Allemagne en fait également partie, ainsi que l'Italie, mais quand on jette un regard sur tous les pays du continent européen au sens large, on se rend compte que les pays qui parviennent à concilier tant bien que mal sont, hélas, très minoritaires. Première tentation, l'excès de chauvinisme national. Et la frontière entre le chauvinisme national et le bon vieux nationalisme n'est pas toujours très nette. La version, je dirais, soft de ce chauvinisme national, alors là, il y a deux catégories de pays. Pour les anciennes grandes puissances, c'est la nostalgie de l'époque où on était une grande puissance. Un pays comme l'Angleterre ne s'est jamais remis de ne plus être une puissance mondiale. Et le Brexit en est une conséquence pathétique. Mine de rien, la France ne s'en est jamais remis non plus. Mais ce n'est pas le sujet de notre colloque aujourd'hui. Et il est clair qu'un pays comme la Turquie, voire le vote d'hier, ou d'avant-hier, qu'un pays comme la Russie, voire les événements tragiques, vit dans la hantise de redevenir la puissance mondiale que ces pays ne sont plus et ne seront plus. Pour les petits pays, la tentation est différente. C'est celle de la victimisation, de la compétition dans la martyrologie. Les petits pays qui ont été victimes pendant des siècles des guerres entre leurs voisins, leurs grands voisins, les grands empires, les grands pays qui avaient les moyens politiques d'essayer de conquérir les autres, ont été effectivement pendant des siècles les victimes des autres. Et ils vont chercher dans leur passé des moments de gloire où leurs ancêtres ont été particulièrement méritants, et ça leur paraît devoir mériter une reconnaissance au XXIe siècle de la part des puissances, enfin des grands pays européens qui auraient historiquement, selon eux, bénéficié des sacrifices de ces petits pays européens. Des pays comme la Serbie, la Roumanie, comme la Croatie, comme la Hongrie, ont été à un moment ou à un autre désignés par la papauté, parfois par Byzance, comme le rempart de la chrétienté, contre naturellement les barbares, qui étaient à l'époque les barbares musulmans ottomans. Et donc, et l'Occident aurait toujours été ingrat vis-à-vis d'eux et continuerait de l'être aujourd'hui. Donc, ça c'est la version soft de ce que j'appelle gentiment l'excès de chauvinisme national. Puis il y a la version hard, qui est carrément le nationalisme et la haine des autres. Et là, il faut réaliser, moi-même quand j'ai fait le comptage, j'ai été surpris du nombre, que sur le continent européen, il y a aujourd'hui 12 pays
qui sont concernés par ce que les diplomates appellent un conflit gelé, dont l'un d'ailleurs s'est tragiquement dégelé, qui est évidemment le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Inutile de dire que dans ces 12 pays, sauf dans l'Ukraine depuis un an, l'histoire enseignée est ouvertement nationaliste. Avec deux cas particulièrement tragiques à mes yeux, le cas de la Bosnie-Herzégovine, où les enfants des trois communautés qui se sont fait la guerre pendant les années 90 vont désormais dans les mêmes écoles, qui ont été reconstruites aux frais de l'Union européenne, mais les petits musulmans, par exemple, sont dans une classe au rez-de-chaussée, les petits orthodoxes au premier étage, les petits catholiques au second étage, chacun arrive avec son manuel d'histoire et son programme d'histoire dans lequel il apprend que ses parents ont été tués par les parents de l'étage voisin. L'autre exemple tragique, je parle sous le contrôle de nos amis irlandais, c'est l'Irlande du Nord, où malgré le Good Friday Agreement, plus de 20 ans après, les petits catholiques vont toujours dans les écoles catholiques, les petits protestants dans l'école protestante, et chacun a un programme d'histoire dans lequel les ressentiments des parents sont transmis, comme une haine transmise à feu doux, à la génération qui vient. Et ça marche. Ça, c'est la première tentation. La tentation chauvine, à la limite nationaliste, de la haine des autres. Et puis il y a la tentation contraire, beaucoup plus inattendue, qui est la passion du repenti. Non plus la haine des autres, mais en quelque sorte la haine de soi, diraient les psychanalystes. Les pays dans lesquels le regard sur le passé est soudain brouillé par les exigences morales du présent, et où le passé est jugé avec les standards éthiques extraordinairement rigoureux du présent. Cela conduit ces pays à faire silence sur le passé, que l'on juge uniformément coupable, jugé aux standards moraux d'aujourd'hui, tous nos prédécesseurs et tous nos ancêtres sont d'abominables criminels. Cela aboutit à renoncer à enseigner le passé, et notamment le passé européen, et seulement le passé européen. Puisque, selon cette analyse, tous les malheurs de l'humanité viendraient de l'homme blanc. Le blanc, c'est l'homme européen. L'américain, c'est un européen d'origine. C'est une autre forme, à mes yeux, de lâcheté vis-à-vis de la part des politiques, et pour ceux des historiens qui appuient cette lecture, une trahison de la science. Le débat empoisonné sur le woke et la cancel culture, en ce moment même et depuis quelques années, sème la folie dans les universités américaines. Et malheureusement, il contamine gravement les meilleurs des nôtres. Je renvoie à ceux que cela intéresse au débat qui a agité l'Association américaine d'histoire à l'été dernier, disponible sur Internet. Or, j'ai appris en travaillant à Strasbourg que ce débat a eu lieu aux Pays-Bas et en Suède dès les années 1970 et que dans ces deux pays et dans tout le reste de la Scandinavie, il a été tranché dans le sens de la censure. Ne traumatisons pas nos enfants par le récit des turpitudes de nos ancêtres. Or, on ne peut pas comprendre les totalitarismes monstrueux du XXe siècle sans connaître la fin de la Première Guerre mondiale et les traités qui ont suivi. On ne peut pas comprendre l'Europe d'aujourd'hui sans connaître la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Géographie politique d'aujourd'hui en découle. Et on ne peut pas comprendre le moment que nous vivons en ce moment du XXIe siècle sans connaître la fin de la Troisième Guerre mondiale, qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire la fin de la guerre froide.
car c'est à cette fin que l'on doit le phénomène qu'on appelait la mondialisation, que l'on doit le réveil de la Chine, impossible pendant la période des guerres froides, et que l'on doit le ressentiment inconsolable de la nomenclatura russe, dont on voit comment il se traduit. Et plus généralement, dans tous les domaines de la vie humaine, politique comprise, on a besoin de comprendre le passé pour agir plus efficacement dans le présent. On ne peut pas refaire toutes les erreurs passées, on en fait un certain nombre, et pour ne pas oublier non plus toutes les réussites et les raisons de ces réussites. Alors, après avoir expliqué les difficultés de l'enseignement de l'histoire et les dérives auxquelles on assiste dans trop de pays du continent européen, quelle suggestion faire sur l'enseignement de l'Europe, qui est le cœur de votre sujet? Une analyse très personnelle et qui, encore une fois, n'est pas celle d'un universitaire, d'un enseignant, mais celle d'un homme politique qui souhaite tout mettre en œuvre au profit de la paix. Je constate, pour évidemment le déplorer, qu'il y a en France un étrange consensus national. Je ne sais pas si ce diagnostic a été fait ou contesté ce matin. L'étrange consensus national entre nos élites politiques, universitaires, les médias, les éditeurs, pour parler d'Europe le moins possible. L'Europe, notamment le phénomène de construction européenne, échappe au clivage de droite-gauche classique dont les politiques sont incapables de sortir. Même les centristes, se dire centriste, c'est rester dans la dimension droite. Dans le monde académique, les intellectuels de gauche sont convaincus que l'Europe est ultralibérale, parce que c'était un marché, et le marché est diabolisé. Et ceux de droite sont convaincus que cette couche bureaucratique supplémentaire qui s'ajoute État, région, etc., est un handicap pour les libertés comme pour la compétitivité économique. Donc on parle d'autre chose. Quant aux éditeurs, je vous donne une petite comptabilité personnelle. Alors c'est un recensement que je n'ai pas fait à Pau, je m'en excuse, mais que j'ai fait à Bayonne, puisque ma maison familiale est maintenant anglaise, et donc tous les Noëls, en décembre, je vais faire le Père Noël, et j'aime bien en tant que Père Noël offrir des ouvrages d'histoire. Et donc je vais à la FNAC de Bayonne, où je regarde les ouvrages d'histoire destinés au grand public. En décembre 2021, j'ai dénombré, parmi les ouvrages d'histoire offerts en public, 12 ouvrages sur Napoléon, ce qui était normal puisque c'était le bicentenaire de la mort de Napoléon. 77 ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale, dont 28 sur l'Holocauste, la Shoah. 0 sur la construction européenne. Histoire de la construction européenne, biographie des pères fondateurs, rien, 0. Décembre 2022, il y a quelques mois, nouvel inventaire. 70 titres sur la Deuxième Guerre mondiale, toujours, dont 32 sur la Shoah. Cette fois-ci, plus rien sur Napoléon, 14 titres sur la guerre d'Algérie, c'était l'anniversaire important de la guerre d'Algérie, 0 sur la construction européenne. Voilà comment l'Europe est traitée par les éditeurs. À l'école, l'Europe est peu abordée de front. Mais là, évidemment, je m'efface derrière tout ce qui a été dit ce matin, qui sera dit cet après-midi. Et là, évidemment, pour moi, le meilleur expert est Thierry Chopin. Je constate que recourt souvent à la géographie et à l'éducation morale et civique pour donner des éléments d'information sur l'Europe. Et sur l'Europe, on recourt trop souvent à une approche institutionnelle
qui est aussi ennuyeuse pour les élèves que pour les enseignants. C'est comme si on résumait les 2 siècles d'histoire de France par l'énoncé et la présentation des 13 constitutions successives dont notre pays a eu besoin. C'est pourquoi j'ai été très impressionné par les travaux qui ont été engagés à Nantes, dont j'ai pu prendre connaissance tout à l'heure. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas pu écouter les autres contributeurs ce matin. Et c'est pourquoi j'approuve d'ailleurs les recommandations que Thierry Chopin a fait dans son rapport. Et si vous le permettez, je verse dans le débat la suggestion de 3 approches complémentaires auxquelles, à mon avis, on n'a pas suffisamment recours. D'abord, parler des hommes. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour être politiquement correct, il faudrait dire des femmes et des hommes. Oui, sauf que dans la construction européenne, objectivement, jusqu'à une période extraordinairement récente, c'était des hommes, peu importe. L'incroyable Jean Monnet. Jean Monnet serait américain, Hollywood en aurait fait un biopic fabuleux. C'est une sorte de Jeanne d'Arc laïque de la paix au XXIe siècle, et pas seulement de l'Europe. À 20 ans, ce gamin marchand de cognac a été chargé de coordonner l'approvisionnement de temps de guerre de la France et du Royaume-Uni par le Premier ministre anglais et le président du Conseil français. Il a été, quelques années après, secrétaire général adjoint de la Société des Nations. En 1939, il a été missionné par Churchill pour coordonner, comme lors de la Première Guerre mondiale, l'approvisionnement de l'Angleterre par les armes américaines tant que les États-Unis ne pouvaient pas entrer en guerre. Il a été l'inspirateur d'un projet fou, le 16 juin 1940, de fusion de l'Angleterre et de la France, projet dont il avait convaincu et Churchill et De Gaulle, avant l'appel du 18 juin. Et malheureusement, le projet n'a pas pu voir le jour parce que le gouvernement Reynaud a démissionné trop tôt. Il a été l'inventeur et le premier animateur du commissariat général du plan, qui a redressé l'économie française d'après-guerre, et dont le maire de Pau est aujourd'hui le grand continuateur. Et puis c'est pour ça qu'on en parle au titre de l'histoire de l'Europe, c'est lui qui a complètement conçu, à partir de rien, la CECA, et qui a rédigé le fameux discours du 9 mai 1950, prononcé par le gentil Robert Schuman au salon de l'horloge du Quai d'Orsay. J'ajoute, sur le côté biopic hollywoodien, sa vie sentimentale a été aussi assez particulière. Il a chippé la femme d'un ami italien, et comme elle était elle-même italienne et que le divorce n'était pas permis dans la très catholique Italie, il est allé négocier avec Staline un mariage semi-clandestin, semi-officiel au Kremlin pour pouvoir épouser Sylvia. Évidemment, raconter ça, c'est peut-être plus amusant que raconter les détails du traité de Lisbonne, dont je me flatte d'être un des auteurs, mais qui naturellement ne peut pas vraiment passionner les foules scolaires. Il n'y a pas que Monnet. Les 3 piliers français, allemands, italiens, fondateurs de l'Europe, leur point commun étonnant, d'abord ce sont des vieillards. C'est très curieux que, au moment de la reconstruction de l'Europe, de la renaissance de l'Europe en paix, de l'arrivée aux affaires de la génération issue de la résistance qui veut tout changer. Ben oui, mais sauf que l'Europe, elle n'a pas été construite par cette génération-là. On est allé chercher des vieux qui avaient appris, si je puis dire, pratiquer la politique dès avant la Première Guerre mondiale, des vieux sages, qui ont en commun, outre l'âge, d'avoir tous été élus dans des régions périphériques, directement concernées parce que champ de bataille, par les conflits entre les grandes puissances. La Lorraine, et en fait, et par le Luxembourg où il est né pour Robert Schuman, Cologne pour Adenauer, et puis le Trentin Haut Adige pour De Gasperi. 3 hommes catholiques, chrétiens, catholiques,
très catholique. Robert Schuman communiait tous les jours et n'a probablement pas eu le moindre contact avec une main féminine, d'ailleurs masculine, de toute sa vie. Et d'ailleurs officiellement déclaré bienheureux par le Vatican. La vie personnelle de Konrad Adenauer et ses souffrances familiales pendant la guerre, c'est quelque chose qui mérite d'être connu, que personne ne connaît en France. Quant à De Gasperi, il s'était caché de Mussolini à la bibliothèque du Vatican, et l'une de ses filles est entrée dans les ordres à l'occasion d'une cérémonie présidée par Monseigneur Pacelli, à l'époque évêque de Milan, qui fut après le pape Pie XII. Donc, trois catholiques, et enfin, dernier point commun, ce sont des hommes qui, en fait, ont exercé dans leur pays des responsabilités diverses, mais parlaient tous la même langue, qui était l'albe. Puisqu'en Trentin-Haute-Adige, c'est une région italienne qui avait été longtemps dominée par l'Autriche, et donc De Gasperi était également germanophone. Tout ça mérite d'être raconté. Donc, première approche. Deuxième approche qui peut enrichir et intéresser les élèves, les étudiants, la paix européenne. Je me réjouis que Nantes ait consacré un événement à ce sujet qui paraît extraordinairement banal. Dans tous les discours des candidats aux élections européennes, où chaque fois que l'homme politique parle d'Europe, il commence par dire l'Europe c'est la paix. Et à ce moment-là, les auditoires bâillent d'ennui et tout le monde s'endort. On a tort. On ne comprend pas à quel point l'Europe c'est la paix et ce que ça veut dire exactement. Car dans le projet politique de Jean Monnet, les pères fondateurs que j'ai cités, il y avait un objectif ambitieux et à portée humaine, l'union politique de l'Europe. Puis il y avait un objectif que tout le monde jugeait utopique, y compris ceux qui le proposaient, la paix entre nous. Le paradoxe, c'est que 70 ans après, l'utopie est réalisée, mais le projet politique n'est pas encore finalisé. L'utopie est réalisée, nous avons réalisé entre nous uniquement, dans l'Union européenne, et entre nous tous dans l'Union européenne, la paix, la vraie paix, la paix des cœurs, la réconciliation entre nos peuples. Quand, depuis déjà des années, j'ai suivi ça avec Thierry Chopin et d'autres, on demande aux Français quel est à votre avis le peuple le plus proche du peuple français, 2 Français sur 3 répondent naturellement le peuple allemand. J'étais la semaine dernière à Fribourg-en-Brisgau, en Bade-Württemberg, fêter la semaine de l'Europe, et les Allemands m'ont confirmé que, symétriquement, quand on pose la même question aux Allemands, leur réponse va en faveur de la France. Ça nous paraît totalement banal. C'est un miracle. J'en appelle au témoignage des historiens présents dans la salle, dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'autre exemple de pays voisins qui, étant des pays voisins, naturellement, n'ont cessé de se faire la guerre dès que l'un semblait l'impression d'être plus fort que le voisin, il s'emparait du voisin, ou lorsqu'il craignait d'être plus faible, il cherchait les alliés pour massacrer le voisin, etc. Et la paix, historiquement, c'était simplement la succession d'une après-guerre et d'une avant-guerre. Et d'ailleurs, la paix mondiale que nous connaissons depuis 1945, qui est une paix entre les grandes puissances, je disais la Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu, entre la Chine, les États-Unis, la Russie, la Turquie ou l'Inde, ces pays sont aujourd'hui en paix entre eux. Mais aucun d'entre eux, même ceux qui sont démocratiques, n'excluent de recourir à la guerre. Si finalement c'est le moyen ultime. C'est fini entre nous en Europe. Alors, Monsieur Lamassoure, je vais devoir
Alors, vous je vais inciter terminer. à aller vers la conclusion. C'est passionnant. Pardon, je suis vraiment pardon, désolé pardon. de vous interrompre, Monsieur le Ministre, mais Je vous en prie. la paix passe prie. aussi par des ventres pleins Et oui, et je me rends compte que le ventre affamé n'a plus d'oreille. J'en suis désolé, sachant que on a commencé avec un petit retard qui n'était pas de ma faute. Mais je voudrais terminer, donc du coup terminer là-dessus, avec la mention d'une troisième approche. Donc l'approche de la paix. J'achève sur l'approche de la paix. Il y a une présentation très neuve à faire de l'Union européenne, du fonctionnement de l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne, sous l'angle d'une gouvernance de la paix. L'Académie des sciences morales et politiques m'a demandé de faire une présentation de ce type. Je vous enverrai mon texte si cela vous intéresse. Et effectivement, si l'on présente les institutions européennes, l'aspect juridique et institutionnel du traité de Lisbonne est intéressant, mais ce qui est beaucoup plus original, c'est de comprendre en quoi on a mis au point des procédures, des méthodes de travail, des méthodes de financement, des systèmes de décision qui tendent, toutes choses égales par ailleurs, à réconcilier ceux qui sont autour de la table. Et il y a un savoir-faire européen de la paix qui est unique et que malheureusement jusqu'à présent, nous n'avons pas su enseigner, nous n'avons pas su, exporter au-delà de l'Union européenne. Nous n'avons pas pu empêcher nos voisins yougoslaves de s'étriper, et naturellement, nous n'avons encore moins été capables d'empêcher la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et l'autre préoccupation qu'il faut avoir présent à l'esprit, comment s'assurer que ce savoir-faire européen de la paix est bien transmis aux générations qui viennent, et là on est au cœur du sujet d'aujourd'hui, de manière à ce que cette paix soit vraiment la paix perpétuelle dont rêvaient des philosophes du XVIIIe siècle, et à voir la façon dont on enseigne le passé dans trop de pays européens, malheureusement, ce second objectif est loin d'être. Je terminerai en conclusion par deux remarques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'identité, développer l'identité européenne? Philosophie stoïcienne, distinguer ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est le contenu et les méthodes du programme d'enseignement. Et notamment, il y a une chose que moi je recommanderais très fortement au titre de l'Observatoire pour l'enseignement d'histoire, c'est que dans tous les pays de l'Union européenne, au titre du chapitre Histoire contemporaine, on enseigne l'histoire de la construction européenne. Or, de manière invraisemblable, ça n'est pas le cas dans la moitié des pays membres de l'Union européenne. Ça, c'est relativement facile à faire. Deuxièmement, il y a ce qui ne dépend pas de nous, c'est les mariages multinationaux. Alors, certes, on y a apporté une contribution importante avec Erasmus. Erasmus, la plupart de vos étudiants ou de ceux qui travaillent avec vous en ont bénéficié, et donc savent donc que avant d'être un instrument pour développer l'enseignement, c'est une formidable bourse des mariages, des unions avec sans mariage, qui aboutit à la naissance de bébés Erasmus qui sont des bébés européens. De manière très étrange, jusqu'à présent, aucun institut démographique ni la Commission européenne n'ont essayé de mesurer le phénomène. Ce que je constate, c'est que jusqu'à présent, dans les 4 libertés de circulation introduites par les traités européens, marchandises, services, capitaux, personnes, ces libertés se traduisent par une préférence européenne de fait, pour les 2 tiers des marchandises ou des services ou des capitaux que nous achetons, que nous utilisons, proviennent de nos partenaires de l'Union européenne, alors que sur la libre circulation des personnes, le résultat concret est une sorte de non-préférence européenne. Les 2 tiers des migrants qui viennent dans chacun de nos pays
des étudiants qui viennent dans l'université, des ouvriers qui viennent travailler chez nous, des mariages mixtes, sont entre des Européens et des non-Européens. Alors c'est un sujet très difficile, parce qu'il s'agit de problèmes de société, et le pouvoir politique ne peut pas grand-chose. Mais ce que j'observe, c'est que si, en Bosnie-Herzégovine, les catholiques, les protestants, les orthodoxes et les musulmans avaient pris l'habitude de se marier entre eux, en 2 générations, il y avait un peuple bosnien et il n'y aurait jamais eu de guerre civile. Si nous voulons consolider sur le long terme l'Union européenne, la réconciliation entre nos pays et finalement l'émergence d'un peuple européen, il faut tout mettre en œuvre pour que nos enfants se marient. L'amour est finalement la meilleure garantie de la réconciliation des peuples. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.